Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Cinéwatch, votre rendez-vous cinéma sur les antennes de Watch TV. On vous retrouve pour une émission qui va être très dense, une émission avec beaucoup de choses. On va parler du Festival de Cannes, on va parler de Terry Gilliam, on va parler de Star Wars quand même, ce petit film qui sort aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses en essayant de surmonter tous notre fatigue accumulée pendant ce festival. Voilà, et en ma compagnie aujourd'hui, donc deux rescapés des 15 jours de compétition. Julien Dubois d'Avoir à lire, ça va bien? Ça va bien, oui. Tu t'es remis? Je me remets doucement. Quelques 30 heures de sommeil à rattraper, mais je les rattrape. C'est ça, tu les rattrapes. Et Cédric Coppola de La Provence. Oui, toi aussi tu... Voilà, toujours un peu drogué du festival et retour à la réalité, forcément. Mais... C'est ça, oui, le festival, voilà, c'est crevant, on voit beaucoup de films. Bon, moi, c'est vrai que j'étais pas sur place, mais je les ai rattrapés ici. Voilà, on voit beaucoup de films, on finit juste avec des cernes, on marche dessus, mais on est quand même content. Donc voilà, on va d'ailleurs vous parler de tout ça et on va vous parler de tout plein de choses. Et on va tout de suite attaquer justement par le Festival de Cannes, donc le festival qui s'est terminé samedi soir à l'issue de la cérémonie de clôture. Le palmarès a été dévoilé. On va rapidement en parler, on va un petit peu débriefer ce palmarès, même si beaucoup de films sortiront quand même à l'automne. C'est pas le cas de tous, mais une grosse partie sortira en octobre, en novembre, voire en décembre. On va peut-être commencer par la Palme d'Or, justement, la Palme d'Or qui est allée à Koreeda pour son film Une affaire de famille. On va justement discuter de est-ce que c'est une bonne Palme d'Or ou pas. On va juste regarder un petit extrait du film pour se mettre en jambes. Voilà, Une affaire de famille, donc le nouveau film de Koreeda. Belle Palme d'Or ou Palme d'Or décevante selon vous? Pour moi, c'est une belle Palme d'Or quand même. Bon, il y avait plusieurs favoris quand même qui se dégageaient, mais Koreeda déjà le mérite à plus d'un titre déjà chaque année, enfin pas chaque année, mais il revient souvent du moins en compétition. Et pour moi là, c'est vraiment presque la quintessence de ce qu'il fait. Il continue de traiter justement de la famille, comme l'indique le titre. Et je trouve qu'il fait un très beau film qui est à la fois intergénérationnel, qui est très très fort en émotion. Et il a une faculté dans sa réalisation de vraiment traiter la composition d'une famille de cœur et non pas une famille de sang, et après sa décomposition et tout ça finalement moi je trouve bouleverse parce que c'est fait vraiment avec une fluidité, avec un tact et avec une justesse que l'on voit rarement. Donc c'est un très beau film qui en plus je trouve arrive à allier le côté cinéma d'auteur et aussi à parler au grand public, je pense. Oui, alors avant de te passer la parole, c'est vrai qu'on a vu un extrait, ça ne raconte pas forcément vraiment de quoi parle le film. Juste pour resituer, c'est l'histoire d'une famille
qui vit de petits vols à l'étalage, etc. Et petit à petit, le film va un petit peu dévoiler les secrets de cette famille qui sont très étonnants. On va peut-être essayer de pas trop en dévoiler, sachant que voilà, lors d'une expédition pour aller voler un petit peu de la nourriture, cette famille recueille une petite fille qui est dans la rue. Devant chez elle, et voilà, ça va suivre un petit peu, qui est maltraité. Voilà, très joli film. Donc toi, tu convaincu aussi? Ah bah totalement, oui. Enfin, ce n'est certainement pas le meilleur film de la compétition officielle, mais j'ai vite su qu'il aurait la Palme d'Or, puisque c'est clairement la valeur refuge. Ce film-là est d'une subtilité, d'une délicatesse telle qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Donc je comprends que le jury, étant donné qu'il n'y ait pas un film qui se soit vraiment avéré être la palme certaine, quoi. Ils se sont forcément reportés sur ce Koreeda qui n'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Je trouve que la fin est un petit peu poussive dans son dispositif. La fin, c'est vrai, je suis un peu très d'accord. Hein. Et pourtant, cette fin, je la comprends. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Ce retour à la réalité, c'est presque une réponse à son propre cinéma. Donc je trouve ça d'une intelligence cinématographique folle. Oui, puis il y a quand même une immense subtilité, puis il y a comme d'habitude chez Koreeda, il y a quand même une analyse de la société japonaise, des familles dysfonctionnelles, et surtout je trouve que dans ce film-là, il réfléchit même après tout à qu'est-ce que c'est une famille dysfonctionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, une famille peut être dysfonctionnelle, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de code, donc finalement qu'est-ce que c'est qu'être dysfonctionnel? Est-ce que ça a encore un sens? Il la réinvente, moi je trouve, et à travers ce film-là, il fédère. Moi c'est ça que je trouve, c'est peut-être pour ça qu'il a eu la palme. C'est très universel. Je pense que c'est un film qui rassemble vraiment tout le monde, et que presque, j'ai envie de dire, on ne peut pas ne pas l'aimer, ce film, tellement qu'il qui touche oui, puis on va peut-être dire aussi aux gens qui du coup seraient pas forcément convaincus, c'est qu'en plus, outre le fait que c'est un film intelligent, etc., c'est un film où on rit beaucoup, où on est souvent ému, c'est vraiment un film drôle, un film émouvant, c'est vraiment un très joli film, très bien faire, Ouais, donc effectivement une belle Palme d'Or, donc on est tous d'accord. Ah bah complètement. Voilà, on est tous d'accord sur la Palme d'Or, exactement, c'est mérité. C'est un bon début. C'était sa 7e participation, je crois, en plus, entre la compète officielle et la sélection à certains regards. 7e en 13 ans. 7e en 13 ans, bon voilà, il était peut-être effectivement temps de lui offrir cette palme. Alors dans la suite du palmarès, il y a eu la catégorie, donc évidemment les acteurs. Je vais commencer, alors normalement j'aurais dû dire honneur aux femmes, mais je vais commencer juste par les hommes rapidement. Pour évoquer c'est vrai, c'est moche, pour évoquer donc Marcello Fonte qui a eu le prix d'interprétation masculine pour Dogman, le nouveau film de Matteo Garonne que beaucoup connaissent pour Gomorrah, qui est très convaincant, je crois, dans le film. Oui, moi je trouve que Marcello Fonte est vraiment très convaincant dans le rôle de ce toiletteur pour chien qui vit dans une petite ville portuaire qui est laissée pour compte. Mais par contre après, autant lui porte le film, autant je trouve que ça avance un peu trop en terrain connu, mine de rien, et que Matteo Garonne, quelque part, ne nous surprend pas vraiment, même si le travail qui est fait est sérieux. Voilà. Et toi, moi j'aime beaucoup le film, mais justement je trouve que la prestation de l'acteur est un petit peu... manque justement d'enjeux psychologiques qui devraient être tous les enjeux du film. Ça nous mène dans un scénario qui est un petit peu mécanique dans sa relation, dans ce David et Goliath, dans un affreux sale et méchant 2.0 finalement, c'est un petit peu ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que En guerre, porté par Vincent Lindon, a eu un prix d'interprétation il n'y a pas très longtemps pour La loi du marché. Il a eu l'an dernier, il va pas l'avoir. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 3 ans. Oui, il y a 3 ans, parce que l'année dernière il y était pour Rodin. Bon, il l'a pas eu. Il fallait surtout pas. Voilà. Mais pas l'avoir à chaque fois qu'il joue. Non, mais je trouve que, finalement, avec le recul, je trouve que c'est presque dommage de lui avoir donné pour La loi du marché, parce que je trouve qu'il le méritait bien plus dans ce film-là, où je trouve qu'il a complètement oublié ce que c'est que de jouer dans un film. Il vit le film. Et le mec, il est à fond. Je suis d'accord, et surtout qu'il n'y a pas eu de grosses performances d'acteurs cette année, comme par exemple l'année dernière. Il y avait moi je défendais Vincent Lacoste. Il y a Joaquin Phoenix l'année dernière qui avait vraiment tout écrasé, et cette année je trouve que c'était quand même assez homogène. Moi je trouve qu'il y avait d'autres belles choses peut-être. Le fils de Denzel Washington avec Adam Driver aurait mérité peut-être un prix commun
pour le film de Spike Lee, mais bon, le jury a décidé de placer le film peut-être un peu trop pour moi, mais a décidé de le mettre ailleurs. Rien que de voir Spike Lee à Cannes, déjà ça m'a gonflé. Donc, oui, non, bah, le film a quand même des qualités, mais après, bon, je cautionne pas Spike Lee. Ça méritait pas un grand prix, mais toujours est-il que les acteurs peut-être aussi auraient mérité peut-être quelque chose. Oui. Alors l'acteur de Lazzaro Felice aussi, éventuellement. Je crois que par contre, s'il y a un truc qui en revanche met tout le monde d'accord, c'est le prix d'interprétation féminine qui est allé à Samal Yesliamova pour Aïka. Je l'ai dit d'une traite, je suis trop fier de moi. Chapeau quoi. C'est vrai que je l'avais pas du tout vu venir. J'hésitais en fait entre l'actrice de Cold War et puis celle des Éternels, c'était mes deux favorites. Celle-là, c'est vrai qu'elle a fait une prestation de folie et en fait, oui, en y réfléchissant, oui, je vois pas. Bizarrement, en fait. Tu dis oui, t'hésitais entre une telle et tout. Et pas Golshifteh Farahani pour Les Filles du Soleil. Va savoir. Ou Emmanuel Berco. Tiens, je me demande pourquoi. Emmanuel Berco a un petit rôle. Mais il y avait une autre prestation, je trouve, qui était très intéressante. C'était celle d'Arasako, de la jeune comédienne japonaise, qui était vraiment dans le film d'Amaguchi, qui était vraiment très très sensible aussi et qui aurait peut-être mérité aussi quelque chose. Mais là, c'est vrai que ça vient récompenser finalement Aïka, qui est vraiment un film très dur, très âpre, mais vraiment ancré dans le réel. Et qu'il faut vraiment découvrir, surtout qui fleure avec le dolorisme sans tomber dans le tire-larme, ce qui est vraiment pas facile. C'est un dispositif très semblable à ce que font les frères Dardenne, mais bon, là ça se passe à Moscou, donc c'est presque encore pire en fait. Oui, ça raconte l'histoire d'une jeune Kirghize sans papier qui essaie de survivre dans le Moscou. C'est Rosetta avec une Kirghize. Et à moins de mois de la Coupe du Monde, je trouve que c'était nécessaire de montrer ce film. Après, c'est dommage qu'il ne sorte pas en salle avant la Coupe du Monde, malheureusement, parce que le film sortira sûrement lui aussi en fin d'année. Rapidement, donc le Grand Prix est allé à Black Landsman, donc le fameux Spike Lee avec Adam Driver et le Grand Prix est toujours un prix politique. Ouais, moi ça m'énerve parce que comme je dis, j'ai beaucoup de mal avec Spike Lee. Pas avec tout ce qu'a fait Spike Lee, j'aimais bien ce que faisait Spike Lee au début, mais aujourd'hui pour moi c'est devenu un extrémiste dangereux. Donc c'est un film très malin après. Après voilà, j'attends de le voir. J'avoue, je ne l'ai pas vu, mais c'est Spike Lee où j'ai vraiment du. Qui est drôle. Ça manque de finesse. Hein, ça se voudrait un petit peu frère Cohen, mais c'est vrai que dans son discours politique, ça te remet des couches et des couches et des couches pour te dire que c'est un film anti-Trump. Bon, bah. Oui, non, je vais pas spoiler en disant que dans les 5 dernières minutes, on réutilise des images de Trump pour montrer que. Elles sont de trop les 5 dernières minutes. Voilà, c'est ça, c'est presque un aveu de faiblesse pour te dire regardez, on a essayé de tenter la subtilité, un petit peu de subtilité avant, ça marche pas, je vous prends pour des gros cons qui n'auraient pas compris. Ouais. Merci, merci. Mais après, c'est quand même un film qui est assez drôle malgré son sujet. Ah oui, le film c'est une comédie. Qui quand même percute, mine de rien, et qui revisite un peu les codes du buddy movie, moi, je trouvais quand même aussi. Et alors donc on va peut-être accélérer un petit peu le mouvement parce que mine de rien le palmarès est large. La mise en scène, le prix de la mise en scène est allé à Cold War de Paweł Pawlikowski. C'est mérité. Rien à dire, même si cela conduit Burning de Lee Chang-dong à. J'allais y venir après. La Palme d'Or spéciale. Alors il y a eu une Palme d'Or spéciale, donc voilà, Cate Blanchett a voulu faire un truc original. Il y a eu une deuxième Palme d'Or qui ressemblait franchement à un hommage de fin de carrière, genre tu vas bientôt mourir, on récompense ta carrière, qui est allé à. C'était un peu ça quand même. C'est un peu ça. Mais qui est allé à Jean-Luc Godard, donc pour son film Le Livre d'images, qui je crois rapidement vous a convaincu tous les deux. Oui, complètement. C'est un grand film. C'est un grand film de cinéma, un grand film de montage. Et après, peut-être aussi que le prix spécial aussi, c'est parce que le jury, je crois, n'a plus le droit de mettre des palmes d'or ex aequo, parce que Thierry Frémaux en avait marre qu'après les gens parlent de demi-palme d'or, notamment en ce qui concerne Jeanne Campion. Ils ont droit à une égalité, mais pour des prix interprétation, tout à fait. Scénario, mise en scène. Le prix du scénario qui est allé à Jafar Panahi pour 3 visages, et à Euro comme Lazaro pour d'Alice Roacha. Ça c'est peut-être mon coup de gueule, c'est ce prix du scénario. Oui, moi je suis pas. Parce que Panahi c'est purement symbolique, alors qu'il est franchement pas inspiré. Non. Et Lazzaro Felice, mais je comprends pas pourquoi, quoi. Son scénario est faible. Il y a quand même une rupture au milieu qui est très très belle avec un très beau plan, le plan d'une chute. Oui, c'est à la limite mise en scène, acteur, pourquoi pas, mais ce n'est certainement pas scénario pour ce film. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que l'année dernière aussi, il y avait eu 2 prix du scénario.
Et donc le jury a du mal à trancher. Ouais, ils ont du mal c'est un petit trancher. peu le prix valise en fait maintenant, prix scénario. Et alors également j'ai un petit peu sauté la case prix du jury. Bah oui, parlons-en. Le moment où on va se taper dessus, non, enfin on va se taper dessus en même temps, on va être un petit peu pressé par le temps, donc on va pas avoir trop le temps de se taper dessus, mais le prix du jury est allé à Capharnaüm de Nadine Labaki, un film qui raconte les aventures d'un enfant dans les rues de Beyrouth, qui parle de la misère des enfants à Beyrouth. Qui montre la misère des enfants. Qui montre la misère, tout à fait pareil. Qui moi personnellement m'a énormément touché. Et je sais que vous n'avez pas du tout aimé. Moi, je trouve que c'est un film qui édulcore totalement la réalité, qui s'appuie uniquement sur des effets, sur de la musique, qui force les déclarations, qui en plus est maladroit dans sa structure de procès, qui après revient sur les flashbacks de ce quotidien d'enfant. Et je trouve qu'au contraire, on parlait de Aïka tout à l'heure, qui au contraire, qui montre réellement la misère et qui est la réalisation est en parfait accord avec son sujet. Là, autant il y a encore une fois le sujet, le propos est là, mais la réalisation, elle est totalement absente. C'est une réalisation un petit peu plus classique, mais en même temps, elle essaie de faire un film qui va toucher un petit public un petit peu plus large, certainement, que Aïka. C'est important de montrer ce genre de choses. Je parlais de Aïka qui arrive à être doloriste sans tomber dans le tire-larme. Là, c'est exactement l'inverse, c'est du tire-larme sans tomber dans le dolorisme. Je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est pas du bon cinéma. Il y a tellement de problématiques qui sont abordé dans ce film. C'est un film qui cherche à se donner bonne conscience et c'est ça qui est moi je trouve que c'est vraiment insupportable. C'est une cinéaste qui avait vraiment envie d'éveiller les consciences sur un sujet qui est la misère enfantine à Beyrouth et de manière générale la misère infantile. Montrer la situation des femmes au Liban. Est-ce que c'est vraiment réussi? Je suis pas sûr. Mais en attendant, c'est important de le faire. Deux, moi je trouve que le film. Mais il faut le faire, mais il faut le faire bien. Si c'est pour faire ça. Je trouve ça très bien fait. C'est un film qui est à la fois assez drôle dans son déroulé, un peu comme Slumdog Millionnaire que tu évoquais tout à l'heure. En même temps, effectivement, c'est très émouvant. Moi, je reconnais, j'ai fondu en larmes à la fin, mais je trouve que c'est un beau film. C'est un beau film qui est porté par un jeune comédien, un petit gamin qui est absolument hallucinant. Le gamin, il transperce l'écran à chaque plan. Je sais pas, moi honnêtement, j'ai envie de dire, le cinéma c'est aussi ça. Le cinéma, c'est du cinéma qui prend un peu ses responsabilités pour mettre le monde entier en face de quelque chose qui est un peu passé sous silence, et je trouve que c'est mieux de faire ça que le cinéma c'est pas que du pur divertissement, c'est bien de parler de quelque chose aussi quand même. Justement, je trouve qu'elle a tendance à transformer ça en divertissement, et c'est ça c'est ça le problème, c'est ça le véritable souci. Mais le message pour moi ne passe absolument pas, c'est vraiment mais le message passe pas, enfin, je veux dire, à la fin on a quand même bien compris qu'il y a des enfants qui vivent dans la misère à Beyrouth quand même, on comprend très bien le truc. C'est de montrer que il y a des enfants et puis qui crèvent de faim, et de leur montrer qu'on peut faire des jolis films avec, et qui continuent à être crevés de faim. Je suis content, j'aurai mes films. C'est pas des jolis films, c'est montrer ça aux gens, et si les gens poser des questions. Non, l'idée c'est de montrer ça aux gens. C'est ça, c'est complètement. Il y a un vrai manque d'emprise avec le réel, et c'est ça qui est vraiment dérangeant. Moi je suis pas d'accord. Elle montre ce truc. Si les gens pleurent, c'est peut-être parce qu'il y a une raison effectivement de pleurer devant ce genre de choses, parce que c'est triste, parce que c'est tragique. Avec les mêmes effets, on peut te faire chialer sur n'importe quoi avec ces mêmes effets là. Parce que dans la compétition, on en parlait tout à l'heure vaguement, Les Filles du Soleil, donc le nouveau film de Eva Husson, qui pour le coup est un pur tire-lame, qui est mauvais, qui n'en peut plus. Ça a été un peu le film qui a été conspué dans cette sélection de 2018. J'en connais qui ont pleuré dans Les Filles du Soleil. Oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns. T'as chialé, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui n'ont pas pleuré devant Capharnaüm, c'est ça. Mais là aussi, Les Filles du Soleil aborde aussi un sujet quand même assez grave. Un sujet important, mais elle passe à côté, quoi. Complètement. Pareil pour Capharnaüm, c'est encore pire. Le même problème pour ces deux films, quoi. Moi je suis pas d'accord. Mais de toute façon, Capharnaüm, on aura l'occasion d'en reparler quand il sortira, et je serai son premier soutien. On n'a plus vraiment le temps, mais juste très 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 rapidement, n'était pas dans le palmarès, et ça a été un petit peu une surprise, Burning de Lee Chang-dong, qui était pourtant un des grands favoris, film coréen. C'était ma palme du scénario. Moi, c'était simplement la Palme d'Or. Je pense que c'était vraiment presque un chef-d'œuvre pour moi. Je trouve qu'il y a un mystère qui se dégage de ce film, une bascule. C'est vrai que c'est un film très mystérieux. Du drame dans le thriller, et puis il y a des plans qui sont tout simplement exceptionnels. Moi, je lui reprocherais juste d'être un peu trop long, mais je pense qu'il aurait pu couper pas mal dedans. Mais bon. Le Poirier Sauvage, toi, je sais que t'as beaucoup aimé le film de Nouri Bilge Ceylan. J'ai adoré Le Poirier Sauvage.
C'est un travail de colorimétrie en fait sur le jeu des couleurs. J'avais pas revu ça depuis Eyes Wide Shut. En fait, les dialogues s'éternisent, sont passionnants mais s'éternisent. Mais moi j'étais tout le temps en train de m'interroger sur la présence de couleur rouge, la présence de couleur verte. Qu'est-ce que ça voulait dire dans le plan? J'étais tout le temps en train de jouer à ça. Et du coup, le film, les 3 heures, je les ai pas vus, quoi. Ça travaille sur la photo qui est exceptionnelle. Oui, c'est ça. C'est un film qui... Mais de toute façon, Nuri Bilge Ceylan est un très très grand cinéaste. C'est un cinéaste turc qui jusqu'à présent avait fait des choses magnifiques. Ce qu'il dit sur la Turquie actuelle, il y a quand même un dialogue de 25 minutes sur l'islam. Ça, et tu les vois pas passer. C'est bien ça. Ouais, mais franchement, je les ai pas vus passer, quoi. Juste avant de refermer ce passage, enfin cette partie sur Cannes, j'aurais quand même aimé évoquer rapidement hors compétition The House That Jack Built, le nouveau film de Lars von Trier, c'est moi qui a beaucoup fait parler parce que voilà, soi-disant c'était hyper choquant, les gens quittaient la salle. Alors effectivement, il y a une centaine de personnes qui sont parties de la salle, c'est beaucoup moins que ce qui a quitté la salle pendant la projection du Godard. Moi je sais que je trouve ça brillant, mais je trouve ce film absolument brillant, c'est vraiment du grand Lars von Trier, quoi. Moi je suis d'accord avec toi, moi je trouve que c'est vraiment un film, bon c'est sûr on retrouve son côté un peu pervers, on retrouve surtout son côté, aussi son goût pour la provocation, mais c'est un film qui est extrêmement fort, qui a une mise en scène tout simplement époustouflante dans chacun de ses choix, et la performance de Matt Dillon aussi, elle est vraiment remarquable, et ce film c'est une vraie descente aux enfers qui prend la gorge et qui vraiment bouscule et nous dérange psychologiquement, moi je trouve, et c'est vraiment un très très grand film. Et surtout moi je trouve que c'est encore une fois Lars von Trier qui parle de lui-même comme il l'a toujours fait. Certains y verront du narcissisme, perso moi je m'en fous qui parle de lui. Enfin je m'en fous que ça soit narcissique, mais c'est un remarquable portrait de lui-même en tant qu'artiste, parce que c'est un film qui utilise une histoire d'un tueur en série pour parler de Lars von Trier en tant qu'artiste. Et enfin, moi je trouve que c'est une cathédrale vertigineuse, on s'y perd dedans, c'est dense, c'est riche, c'est brillant, quoi. C'est tellement peu inspiré d'un point de vue formel, d'un point de vue narratif par rapport à ce qu'il avait fait avant. Il ne reprend que des gimmicks de ce qu'il faisait avant, et de ses précédents films. Il s'était jamais frotté à ce genre de cinéma. Ils le font tous. Après, il y en a beaucoup que on a vu les films notamment d'Asghar Farhadi, même de Jafar Panahi, et beaucoup finalement tournaient finalement leur style devenait une formule. Là, c'est vrai qu'il reprend certaines de ses codes, mais je trouve que ça forme un ensemble qui est vraiment très cohérent, qu'en plus il y a beaucoup d'humour noir et qui vraiment tu cites Farhadi, tu cites Panahi, ils ont tous fait des films inférieurs à leurs précédents, dans l'occurrence. Oui, mais c'est pas le cas là, je trouve, de Lars von Trier. Lars von Trier, je trouve qu'il est supérieur à son précédent, parce que Nymphomaniac, je sais que je suis un très très grand admirateur de la première partie, j'ai beaucoup de mal avec la deuxième. On est pareil. Voilà, je suis pas un anti Lars von Trier, au contraire. Là justement, il m'a complètement déçu. Pour moi, c'est un des meilleurs cinéastes encore en activité. Mais... Ah oui, non. Mais bon. Là c'est fini. Là. On va marquer une très très courte pause et on se retrouve dans un instant. On va toujours parler de Cannes, mais sans parler de Cannes, vous allez comprendre tout de suite. Je sais pas que tu fais une courte pause, on dirait que tu balances une pub de 5 minutes, c'est le jingle de 3 secondes, quoi. Je vous... on me dit dans l'oreillette qu'on t'entendait pendant les jingles. Oui, c'était pas une pub de 5 minutes, c'était juste une petite pause. On reste plus ou moins dans le festival de Cannes, mais on va parler un petit peu de ce qui est en salle aujourd'hui. C'est L'homme qui tue à Don Quichotte, le film maudit de Terry Gilliam. Ça fait 25 ans que Terry Gilliam essaie de sortir ce film. On avait suivi ses déboires dans le documentaire Lost in La Mancha en 2003. Il a tout tenté pour faire ce film, il devait le faire avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Jean Rochefort, enfin le tournage a été une catastrophe, il a fini par être annulé. Ensuite c'est Jean Rochefort qui qui physiquement n'était plus en état pour être à cheval pendant tout un film. Voilà, ça a été une galère qui a duré jusqu'au festival de Cannes où on a cru que le film ne sortirait pas. Jour, oui. Voilà, on pensait que le film ne sortirait pas en salle pour un problème juridique. Même le jour où on a appris qu'il allait sortir, Terry fait un AVC. Voilà, il a fait un AVC. Non, il a fait un AVC le dimanche juste avant Cannes. Non, mais après on commence à se demander s'il n'y a pas une météorite qui allait s'écraser sur le palais ou. Ah oui, on avait peur dans le palais. Ouais. En tout cas, la libre adaptation de Cervantes par Terry Gilliam est enfin au cinéma. Ça y est, Terry Gilliam était debout sur son fauteuil à Cannes en disant ça y est, enfin. Tant de persévérance, c'est un chef-d'œuvre.
Voilà, Jonathan Pryce, Adam Driver, donc le film est en salle depuis samedi. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à réagir sur Twitter. On n'est exceptionnellement pas en direct, donc ça va être compliqué de vous répondre en live, mais on essaiera en tout cas de le faire sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis si vous avez vu L'homme qui tua Don Quichotte. Nous on va regarder la bande-annonce et on va dire ce qu'on en a pensé juste après. Concrètement, on a... Giant with arms 6 miles long. She is in terrible danger. Don't move. Just lie still. Oh, I see the love light in your eyes. Don Quixote de la Mancha, come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer! A hand of our God in heaven wrote me. Can I read? A peasant like you cannot read. I will sound the words, and you can look at the pictures. He actually believes he's Don Quixote. This is going to be fun. He's a saint. He's insane. L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, enfin au cinéma après 25 ans, et c'est absolument génial. Enfin, c'est une célébration de la folie au cinéma, moi je trouve. Moi, je vais me lancer. Moi, je trouve que c'est génial. Je n'emploierai pas tes mots, mais après, je trouve que c'est un très bon film. Et surtout, finalement, un pari fou qui, finalement, il est arrivé à le mener à terme, ce pari. Et rien que pour ça, il faut aller le voir parce que c'est vraiment un mélange pour moi entre Las Vegas Parano et Sacré Graal. C'est à la fois contemporain, c'est respectueux de l'œuvre de Cervantes. Le baron Munchausen, c'était déjà Don Quichotte. Donc, dès le début, de toute façon, Terry Gilliam voulait faire du Don Quichotte. Et puis c'est un film qui parle vraiment de la création artistique aussi, je trouve. Qui est totalement fou et c'est vrai qu'on n'y croyait pas avant de le voir on pensait pas le voir un jour ce film et puis après quand on rentre dans la salle on craint le pire et puis finalement non, on est agréablement surpris parce qu'il est toujours aussi inventif. Je sais pas ce que vous en pensez vous mais je sais pas ce que t'en penses toi Julien, mais moi honnêtement en voyant le film je me suis dit mais j'ai l'impression d'avoir vu plus de cinéma en 20 minutes de Terry Gilliam que en limite en 6 mois de cinéma popcorn à la con. J'avais l'impression de voir du cinéma quoi, du vrai cinéma avec des vrais plans de cinéma quoi. Alors, du Terry Gilliam. Il y a des vrais plans, mais après c'est pareil, on les a déjà vus ces plans là. C'est peut-être ça un peu aussi les limites du film, mais ce n'est pas très grave finalement. Ouais, puis avec 2 acteurs absolument. Enfin, moi, Jonathan Pryce, je le trouve, mais juste gigantesque dans ce film. Toi, t'as été conquis aussi. Moi, j'ai été conquis, mais voilà, le fait de voir enfin le résultat de tant d'années de persévérance, quoi. C'est ça. C'est pour moi, c'est une leçon humaine, quoi, ce film. J'ai une question d'ailleurs pour vous, justement. Le film a ses maladresses. Le film est pas complètement fou, n'est pas le chef-d'œuvre qu'il aurait été il y a 20 ans quand Terry Gilliam avait l'un des plus grands talents du cinéma possible. Enfin, ce mec, c'est un génie. Maintenant, ça fait plus de 15 ans qu'il me déçoit. Entre les frères Grimm et puis Zéro Théorème, voilà, il y a quand même 15 ans. Ouais, voilà, mais depuis les frères Grimm, il me déçoit et maintenant, j'y croyais plus en ce mec. Je sais pas je sais pas si vous l'avez ressenti ou pas, ou si je suis tout seul sur ce coup-là, mais le film s'ouvre, donc à la première seconde, il y a un carton qui s'affiche 25 ans, où il dit en gros que ça fait 25 ans de douleur et le film existe enfin. Et moi j'avais limite les larmes aux yeux à ce moment-là parce que je me suis dit, mais oui, je pensais à Terry Gilliam, je me suis dit punaise, ça y est quoi, il y est arrivé, il a fait son film. Et je suis sorti du film en pleurs quoi. J'étais complètement fracassé à la fin de C'est rare qu'on soit aussi content pour un réalisateur. Voilà, quand j'ai vu le carton d'ouverture, voilà, tout de suite ça m'a fait chaud au cœur. J'ai regardé tout le film en voyant ce que le film aurait été il y a 20 ans, en me disant
c'est pas aussi réussi, mais c'est pas grave, il est là, le film est là, il est sous mes yeux, je le vois, enfin je le vois. À la fin de la séance, je me suis mis à applaudir, à m'en faire saigner les mains, et je suis sorti, mais je pleurais, mais 1000 fois plus qu'il y a eu de larmes devant Capharnaüm, quoi, tu vois. Oh, mais arrête Je vais le taper. Oui, non, mais c'est surtout que c'est pas seulement un projet avorté au scénario, c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est-à-dire c'est vraiment des gros problèmes qu'il a eu, des tournages qui avaient commencé, qui se sont annulés. C'était Lost in La Mancha, quoi. Et puis sur Don Quichotte, la malédiction était là depuis Orson Welles, qui avait voulu aussi faire le projet et qui n'avait pas pu terminer le film. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que voilà, ce film revient de loin et voilà, il est là, il existe, il est fou, il est drôle, il est fantastique, il est barré. C'est du cinéma, du grand cinéma complètement dingue et voilà, donc moi en tout cas je parle pour moi, mais je conseille à tout le monde, foncez voir L'homme qui tua Don Quichotte. Il faut le voir et le revoir. Oui, il faut pas le rater, quoi. Bon, on est déjà tous d'accord là-dessus, et on va voir si on est tous d'accord ensuite sur un petit film qui sort cette semaine, qui nous amène loin, très très loin dans une galaxie. C'est Solo, A Star Wars Story. Alors on est toujours quelque part dans le festival de Cannes, puisque le film a été présenté hors compétition à Cannes. Moi ça me fait doucement rire de me dire que Solo, Star Wars Story était à Cannes. Enfin je trouve ça c'est pas le premier Star Wars qui est à Cannes. C'est pas le premier, mais je trouve que c'est toujours assez drôle de se dire que Cannes sélectionne Star Wars, et puis surtout quand on voit le film. Mais bon, on va tout de suite se regarder la bande-annonce de Solo. Malheureusement, il faut bien en passer par là. Et on en parle juste après. Direct, on l'allume. Nous emmène dans une galaxie lointaine. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on the ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. When do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it. Alors, juste avant qu'on parle de Star Wars, je sais pas si c'est possible ou pas, Benjamin, notre réalisateur, de nous repasser juste la fin de la bande-annonce, genre les 5 dernières secondes, parce que je ne me lasse pas de voir cette espèce de logo de Star Wars qui arrive sur une musique bon tant pis. On a l'impression que le mec il a son petit synthétiseur, il fait tout. C'est d'un ridicule, avec un pack shot qui est dégueulasse, qui est fait par des stagiaires sur After Effects. Non mais Attention. Voilà, non, sérieux. Disney, qu'est-ce qui vous a pris sur ce coup-là, quoi? Non mais sérieux les gars, il y a un moment. C'est à l'image du film qui veut renouer avec les épisodes des années 70, mais qui a vraiment un aspect finalement carton-pâte. Ouais, non, et ça c'est un véritable. Non mais là, ce truc-là, on a l'impression que ça a été fait par des stagiaires, c'est une démo, quoi. C'est une démo. Bon bah voilà, on vous présente la démo. En gros, ça ressemblera à ça. Bon après, on va le peaufiner. Bon finalement, on l'a pas peaufiné, on l'a balancé comme ça. Non mais le pire, c'est le
Non mais mon Dieu quoi, on dirait un enfant de 3 ans qui a fait ça avec son petit jouet, tu sais, son petit jouet chez lui là, tu sais. Non mais horrible. Bref. C'est peut-être le même gamin qui a écrit le scénario. On nous envoie dans une galaxie lointaine, la galaxie lointaine elle s'appelle Hollywood, hein, c'est pas autre chose. Hein, ah mais putain. c'est... Alors pour resituer très très rapidement quand même le principe, c'était le duo Lord Miller qui devait réaliser le film. Et ça aurait été tellement bon. Ça aurait été tellement mieux, mais le problème c'est qu'ils se sont pris la tête avec Laurence Kasdan, le scénariste, du coup, et Kathleen Kennedy, la patronne de chez Lucasfilm. Du coup, on a appelé Ron Howard. Alors, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Ron Howard parce que c'est un cinéaste qui a bercé mon enfance, qui a fait des films avec lesquels j'ai grandi et qui est un homme très très gentil, mais c'est quand même un yes man hollywoodien. Il faut se rappeler que la dernière fois qu'il est venu. Rappelle-toi que la dernière fois qu'il était venu à Cannes, il est reparti sous les huées. C'était Da Vinci Code. Ah oui, Da Vinci Code en ouverture. Ouais, il s'était fait huer. Et là, il revient avec ça. Il se refait huer. C'est un réalisateur qui est très lisse. Voilà, il fait ce qu'on lui dit, il est très docile. Et il nous sort, voilà. Alors, pour également continuer quand même dans les coulisses, on a cet acteur Alden Ehrenreich qui est absolument incroyable. Il a fallu quand même au milieu du tournage faire venir un coach pour le coacher parce que le porc était tellement pas bon qu'il a fallu essayer de sauver les meubles. On aurait pu le remplacer, de toute façon, c'est le genre de mec complètement remplaçable. Enfin. Complètement. Enfin voilà, c'est un film qui a cumulé les galères avec un budget. Alors ah oui, non, j'ai oublié de dire le principal quand même, c'est que Ron Howard, en arrivant sur le projet, devait retourner des scènes parce que ça n'allait pas. Il a retourné quand même 80% du film. Le budget a doublé. Voilà, c'est un film qui revient de très très loin et honnêtement, on sent que ça a été la merde en coulisses parce que c'est la merde à l'écran. Parce que c'est la merde à l'écran. Alors non mais il y a plusieurs choses, c'est-à-dire déjà bon c'est en 2 ans et demi c'est le 4e Star Wars quand même, c'est ça qu'il faut pas oublier. Au bout d'un moment, il fallait vraiment que le quoi qu'arrive, c'est le cas pour celui-là donc. Je suis vraiment très déçu aussi en dehors de tous les problèmes de réalisation qu'on ne sait plus qui a fait quoi finalement sur le projet parce qu'on sent quand même qu'il y a toujours les petites touches décalées finalement du premier duo qui est réalisé de Lord et Miller comme lors de l'introduction qui est une poursuite avec des voitures rétro qui volent qui est abominable qui est à l'intro du film qui est assez particulière mais surtout il y a un vrai problème aussi d'écriture, c'est ça aussi, et dans la progression du personnage de Han Solo, et je suis d'autant plus déçu que c'est les scénaristes de l'Empire contre-attaque et on était vraiment en droit d'attendre mieux à ce sujet. Ils ont pris un coup de vieux quoi, c'était en 40 ans presque. Il y a 40 ans et puis là finalement on se retrouve devant un film qui est un film de science-fiction lambda qui a des petits airs de western mais qui surtout rate tous les moments clés alors ces moments-là sont présents mais qui n'apportent jamais de souffle, c'est-à-dire je pense que tu aurais pu arrêter ta phrase qui rate tout. Oui, je pense que tu aurais pu l'arrêter là mais... il y a quand même l'attaque d'un train qui est quand même qui est peut-être la scène la plus réussie mais bon il n'y a strictement rien à sauver dans ce film que je n'ai pas déjà vu ailleurs. Le meilleur exemple, la rencontre entre Han Solo et Chewbacca. Pour moi, c'est la seule scène réussie. C'est repompé d'un Marvel qu'on a vu récemment. Voilà, mais je trouve qu'après la scène n'est pas trop mal. Voilà, c'était la seule scène, ça et la musique, c'est les deux seules choses que je trouve. Quand ils trouvent le Faucon Millenium, la scène est bateau. Oui. Idem, la partie de poker avec Lando. Ce qu'ils ont fait avec Lando Calrissian, c'est quand même assez extraordinaire. On va peut-être pas dévoiler, mais. Moi, justement, peut-être que le personnage de Lando, c'est celui qui sauve le film presque. L'acteur est bon. Le problème, c'est qu'il pique tellement la vedette à chaque fois, il aurait fallu faire le film Lando. Qui baisse des droïdes, merci bien. Woody Harrelson est sous-exploité. Woody Harrelson n'est pas bon. Et puis moi, ça fait longtemps qu'il a arrêté d'être bon. J'aimerais qu'on s'arrête juste sur Emilia Clarke. Oui, j'ai beaucoup d'affection pour Emilia Clarke parce que c'est Daenerys, c'est Game of Thrones, etc. et tout. Mais mon Dieu, comment c'est possible de jouer si mal? On savait de toute façon qu'elle jouait mal. Mais alors là, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Son personnage est très mal écrit. Elle fait vraiment de minuche dans mais le peu qu'elle a joué, elle le rate complètement. Et alors, l'acteur principal, le problème, c'est qu'il est juste tête à claque, quoi. Han Solo, c'est un personnage auquel on est censé s'attacher. Là, moi, j'ai envie d'y mettre des baffes, quoi. Oui, complètement, ça doit être le mec le plus. Enfin, c'est quand même une légende. Il est censé être cool, il est censé être drôle.
Il y a rien de tout Puis ça. ça devient quand même le mec le plus dramatique quand même de l'univers, quoi. C'est le mec qui va aimer, qui va se séparer d'une femme, qui va lui faire un enfant qui le tuera plus tard. C'est quand même censé être une figure légendaire. Là, c'est un petit con. Ouais, une chose qui est quand même extraordinaire, extraordinaire, c'est que, alors, on va pas dire pourquoi, mais dans le film, on apprend pourquoi Han Solo s'appelle Solo. Cette scène est d'un ridicule, mais intergalactique, quoi. Elle symbolise le film, mais après, le souci qu'il y a, les effets spéciaux sont réussis, on peut sauver les effets spéciaux. Ouais, mais la réalisation est impersonnelle, il n'y a rien, c'est fade. On a quand même l'image de Han Solo jeune, finalement, avec Harrison Ford. C'est-à-dire, Han Solo a déjà été joué pratiquement à cet âge-là, même si c'est 10 ans de plus. Et là, passer après Harrison Ford, c'est aussi quelque chose de compliqué. C'est très compliqué, ouais. Et qui finalement, il ne fallait pas faire, quoi. De toute façon, le projet était casse-gueule. Bah, le projet était casse-gueule, mais après voilà, malheureusement le film est juste un naufrage je veux dire, il faut que ce soit un naufrage commercial pour que Disney repense sa politique. Si vous l'avez vu au cinéma aujourd'hui, parce que j'imagine qu'aujourd'hui les fans de Star Wars vont sûrement se jeter dans les salles dès le premier jour, honnêtement dites-nous sur Twitter ce que vous en avez pensé. Mais moi en tant que fan de Star Wars, honnêtement, on m'a brisé le cœur là. C'est une hérésie ce film. Il n'y a que ceux qui n'aiment pas Star Wars qui m'ont dit du bien de ce film. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors, on parle beaucoup des spin-offs de la saga, donc on va le comparer à un autre spin-off qui était Rogue One juste avant. Moi, je suis pas un grand défenseur de Rogue One, mais dans Rogue One, au moins, il y avait une personnalité dans la mise en scène, il y avait quelque chose, il y avait un style. Là, il y a rien, il y a rien. Rogue One, c'est vraiment une mission suicide, c'était sombre, et puis il y avait vraiment des combats, pour le coup, de vaisseaux spéciaux, qui étaient vraiment très très réussis. Donc, je repasse le nouveau avec oui, ah non, mais ça va faire mais là, je crains le pire aussi pour le prochain spin-off. Je crois que ça sera sur notre jeunesse et celle d'Obi-Wan, je crois. Oui, il en est question, parce qu'on avait parlé de Lando Calrissian. Non, ce projet n'est pas du tout d'actualité. Mais ce serait Obi-Wan, en fait, entre les épisodes 3 et 4, d'après ce qui se dit. Bon. Avec peut-être un méchant qu'on aperçoit dans ce film-là. Oui, c'est vrai que voilà, il y a une petite surprise d'ailleurs qui est amenée de façon ultra poussive dans celui-là. C'est ridicule. Mais tout est ridicule. On va quand même passer au reste parce que mine de rien, il n'y a pas que. Enfin, ça serait un bon Star Wars, moi ça me dérangerait pas de faire une demi-heure dessus, mais là, c'est juste pas possible. N'y allez pas. Voilà, tout simplement. On va passer à un autre film. Juste avant, je vais faire un petit virage par un film qui s'appelle Gueule d'ange, qui est un premier film de Vanessa Philo, qui était présenté à Cannes dans la section Un certain regard. C'est un film avec Marion Cotillard et la jeune donc Aileen Exoy-Etex. Et n'oublie pas le noir, j'aime beaucoup Alban. Et Alban le noir, pardon, oui, j'oubliais Alban le noir, ceci dit, dans le film, il est pas très très bon. On va peut-être voir des images en fond pendant qu'on en parle très très rapidement. Juste pour resituer l'histoire, c'est donc l'histoire d'une petite fille qui se retrouve un petit peu livrée à elle-même quand sa mère, qui est une mère particulièrement paumée, décide de partir. Elle fait une rencontre en boîte de nuit un soir, elle décide de suivre un homme, elle laisse sa fille complètement à l'abandon chez elle. C'est un drame qui se voulait émouvant, qui se voulait touchant, qui malheureusement passe à côté. C'est à côté, c'est un peu Marion Cotillard en Loana finalement. Ouais. C'est vrai. On dirait qu'elle sort tout droit de Secret Story. Mais en même temps, quand Marion Cotillard, vers la moitié du film, enfin, on ne dira pas pourquoi, mais disparaît au moment de l'écran. En même temps, je viens de le dire. Il vient de spoiler. Non, mais en fait, je l'ai pas spoilé. C'est-à-dire que c'est très étrange. Le synopsis du film raconte quelque chose qui n'arrive qu'à la moitié du film. Parce que si vous lisez le pitch sur, je sais pas, n'importe quoi, Allociné, vous verrez que qui est raconté du film, c'est ce qui se passe en fait au bout d'une demi-heure. Voilà. Et en fait, le film perd encore en intensité. Et en fait, ce film a aussi des problèmes des scénarios qu'écrit Diastème. C'est-à-dire, le film a vraiment deux parties. Et je trouve qu'elle s'imbrique très très mal. Et ça, plus ajouté à une réalisation qui est vraiment coup-ci, coup-ça, pas très inspiré. C'est pas très très bien joué de manière générale, y compris par cette gamine qui est pleine de bonnes intentions, mais que je trouve pas extraordinaire. Marion Cotillard, ça va comme d'habitude, à part une scène qui est très très fausse, bon, je dirais pas laquelle, mais une scène qui est très. La musique est très jolie, ceci dit. Là aussi. Tu veux parler? Ah ouais, mais elle est trop omniprésente. On en parlera plus tard, je ne veux pas spoiler pour les gens, mais il y a une scène, je sais, où elle crie face caméra, où moi j'ai éclaté de rire. Mais voilà, donc bref, très dispensable, on va dire. Moi, c'est au contraire la première partie avec Marion Cotillard qui m'a gêné, jusqu'à ce que Marion Cotillard disparaisse.
Et le film en fait décolle quand Marion Cotillard n'est pas là, donc c'est bien meilleur en fait. Et après, il y a une quête c'est vraiment tir à l'arme. Le quête du père qui est quand même assez raté avec des. Oui, ça c'est pas faux. Oui. Bon bah voilà, on va passer très rapidement sur Gueule d'Ange pour rester toujours sur du cinéma français. On va parler rapidement d'un petit film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Ilan Clipper, qui ne vient pas du clip, mais merci, sous vos applaudissements, qui vient du documentaire. C'est avec Laurent Poitrenaud, Camille Chamou et la magnifique Alma Jodorowsky. Je ne dirai jamais assez à quel point cette femme est magnifique. On va regarder rapidement la bande-annonce et on vous en dit quelques mots juste après. C'est quelque chose de fort. Oh, mais c'est pas possible! Tu te fous de ma gueule? Bonjour. Je m'appelle Sophie Andreu. Ah, Sophie. L'amour arrivé. Il croit que c'est un rendez-vous galant. J'ai l'impression, ouais. Comme un coup de poing. Hospitalisation à la demande d'un tiers. Vous voyez? C'est signé de vos parents. Tu es sale! Vous avez pas le droit d'être là! C'est ça dans les pervers narcissiques. Tu me touches pas! J'ai l'impression qu'on est un peu du côté de la paranoïa. Dis-le pourquoi tu veux plus nous voir! Mon petit Bruno, notre argent, tu l'auras quand on sera mort. Bruno? C'est l'instant magique. Vous courez tout nu la nuit dans la cage d'escalier? On est dans les toilettes là, Bruno. Il a eu comme un flash et j'ai ressenti un frisson. L'histoire de ce type qui arrive plus à sortir de chez lui. Il s'agit de vous. Je pense que vous êtes sur une ligne de crête, très haut, près des nuages, là où se trouve l'inspiration. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Quelle Bah, blague. Et puis quoi encore? J'ai même pas besoin de répéter le titre, on vient de le faire pour moi. Alma Jodorowsky, voilà. Donc voilà, on va en dire quelques mots rapidement. Moi, je trouve que c'est un joli petit film en fait. J'ai envie de défendre. Hein. C'est quand même une bonne surprise, moi je trouve, et surtout que on sent qu'il n'y a pas trop eu de budget, il n'y a pas une grande prétention, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Il y a une bascule de la comédie vers le drame qui est plutôt bien menée. Et puis dedans, il y a toujours ce comédien qui est extraordinaire, qui est Laurent Poitrenaud, qui est un grand comédien de théâtre et qui l'a vraiment tient le film à lui seul. Et il a une douce folie qui se transmet, et qui est vraiment appréciable. Ouais, Laurent Poitrenaud, moi c'est un acteur qui m'amuse beaucoup parce que je trouve, et alors pour le coup ça pourrait paraître comme une critique, mais ça n'en est pas une, je vous assure. Je trouve que c'est l'acteur, par excellence, c'est l'acteur qui est anti-charismatique. Il n'a aucun charisme, mais aucun. Il a même un contre-charisme, mais en même temps il est sympathique. Mais il a aucun charisme, cet acteur. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est vrai que on avait pas mal défendu un film qui s'appelait Les Étoiles Contraires sur ce plateau. On avait reçu l'équipe, et c'est un film un peu dans ce genre-là, un petit film, une petite comédie un peu douce amère, un truc un peu fou, un peu un huis clos, et un peu un huis clos, et c'est assez attachant, je trouve. Oui. Donc voilà, c'est sympathique. Dedans, il y a Camille Chamou qui est aussi finalement à contre-emploi des grosses comédies dans lesquelles on a l'habitude de la voir, et qui est intéressante aussi dedans. Tout à fait. Donc voilà, donc on vous conseille Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. C'est en salle aujourd'hui. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. #Cinéwatch. Rapidement, les autres sorties de la semaine. Bienvenue en Sicile, un film qui est réalisé par Pif. Je l'ai vu celui-là. Voilà, j'ai même interviewé Pif. Ah, c'est génial de s'appeler Pif, mais... Oui. Il manquait Hercule. J'allais le dire, tu m'as volé ma blague pourrie du jour. Je te voyais tellement venir, mais tellement venir gros comme une maison, quoi. Et ce film, oui, il y a plein de gentillesse, plein de bonnes intentions. Ah, juste avant que tu dises quand même de quoi ça parle, ça raconte comment les Alliés, les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont alliés à la mafia pour débarquer en Sicile. Voilà, c'est ça. Et ça se voudrait, enfin ça ne réussit pas à être une fresque épique comme ça pourrait l'être, ça se veut une petite comédie romantique, et résultat à jouer entre le drame historique et puis la comédie, des fois ça fait un peu mauvais goût, quoi. Mais et ici c'est Ettore Scola qui dédie le film, et bon, il en a pas le talent. Il en a pas les épaules. Mais c'est vraiment le film, j'ai envie de dire, le film intéressant mais raté par définition, parce que... C'est ça, c'est une petite sucrerie, mais... Oui, un petit côté comédie, tout ça. Bon, c'est très inoffensif
offensif, mais mais par contre, c'est vrai que vraiment ce que ça dit sur le débarquement en Sicile, là, c'est vraiment très intéressant. Le côté historique est passionnant, mais pourquoi en avoir voulu faire une comédie et que des fois ça foire complètement? C'est très italien. Parce qu'il n'avait pas les épaules d'en faire une fresque historique, une fresque militaire, donc. Cette reconstitution qui fait assez fausse aussi. Ah oui, complètement. Bon. Donc voilà, bienvenue en Sicile, c'est en salle aujourd'hui, et bon, au moins, voilà, culturellement, c'est toujours intéressant c'est toujours mieux que Star Wars, finalement. C'est toujours mieux que Star Wars. Et que Gueule d'Ange aussi. Et c'est toujours mieux qu'un autre film aussi qui sort aujourd'hui, qui s'appelle La Fête des Mères. Alors, au cas où vous ayez oublié, dimanche, c'est la Fête des Mères. Donc, vous êtes encore à temps d'aller chercher un cadeau, Fissa. Merci de me le rappeler. Voilà. Eh ben, si jamais t'avais oublié, il y avait ce film de Marie Castille, mention char, qui avait réalisé le formidable Les Héritiers. Et que, voilà, c'est la Fête des Mères. On va sortir un bon gros film choral sur la Fête des Mères avec un énorme casting. Et voilà, et c'est... Marie Castille et Menton Char qui a surtout coécrit récemment la Deuxième Étoile, qui était quand même... et qui a produit. Mais après, bon, moi, on m'a pas invité aux projections de presse. Et moi non plus, bizarrement, on n'a pas voulu nous le montrer. Voilà. Pourquoi donc? Et après, il y a la question... Qu'est-ce que ça vaut par rapport... J'ai eu des échos, c'est vraiment pas bon. À la Fête des Mères version américaine qui avait été réalisée il y a quelques années, il y a même 2-3 ans, je crois pas plus. Il y avait un film par le réalisateur de Happy New Year qui faisait oui, tout voilà. ça. Voilà, donc, non, mais en ce moment, on aime bien les films un peu chorales comme ça sur... Bon, bah voilà, là, cette fois, c'est sur la Fête des Mères pour vous rappeler que c'est la Fête des Mères, puis comme ça, vous pouvez aller voir le film avec votre mère et ça va faire 200 000 entrées, puis terminé. Le film opportuniste quand même, et avec une bande-annonce qui ne donne pas du tout envie, par contre. Donc, ça, c'est sûr, mais qui a juste une jolie musique. Je suis très musique ce soir, moi. Le casting me rend perplexe, j'ai envie de voir quelques gueules. Voir Vincent de Dienne dans un long métrage, je me demande ce que ça peut donner. Quoi. Écoute, fais-toi plaisir. On verra, vous l'avez pas vu, on sait jamais. On t'avait envoyé le carton à toi? On m'avait rien envoyé du tout. Non, mais bizarrement, il y a eu un gros filtrage là sur ce coup-là, mais bon, après moi j'en ai entendu des échos qui sont quand même assez épouvantables malheureusement. Et rapidement, je vais évoquer quelques autres sorties cette semaine, notamment Manifesto, film de Julian Rosefeld, un film expérimental dans lequel Cate Blanchett interprète 13 rôles différents. Alors c'est vraiment un film expérimental, clairement, qui parle de l'art moderne avec par-dessus des extraits de manifestes d'artistes. En fait, on va regarder un petit teaser du film juste pour le plaisir de voir Cate Blanchett dans 13 rôles différents. Manifesto, donc voilà, un étonnant film expérimental qui aurait été très... Oui, parce que le film a été décalé. Pardon, oui, le film a été décalé à plusieurs reprises en fait, donc excusez-nous. Finalement, donc il est sorti aujourd'hui et c'est d'un chiant. C'est pas inintéressant quand même, mais comme on disait pendant la bande-annonce, c'est pas un film de cinéma. Non, c'est à mettre dans un musée d'art moderne. C'est une performance devant laquelle tu passes devant les écrans, tu vois ça, mais tu t'arrêtes pas pour te poser, t'asseoir 3 heures devant. Non, mais 1h30, mais c'est 1h30. J'ai cru qu'il durait le double, tu vois. Moi aussi, c'est insupportable. C'est dommage parce que Cate Blanchett est dingue. Hein. Je veux dire, c'est dingue ce qu'elle fait. Ça n'a pas d'intérêt cinématographique, quoi. C'est une performance. Mais ça sort dans la foulée de Cannes, donc où elle était présidente du jury. On comprend rien. Moi, je trouve qu'on comprend absolument rien. Oui, le fait que ce soit entremêlé comme ça par le montage. Voilà, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'il y a une voix off donc, qui récite des manifestes d'artistes par-dessus. Le problème, c'est que ce que cette voix off récite, ça serait écrit sur un livre. Déjà, il faudrait s'y reprendre à 3 fois pour comprendre chaque phrase. Alors, imaginez quand ça passe rapidement comme ça à l'oral. Mélangé par le montage. Donc c'est insupportable. Mais bon, c'est un exercice de style après. C'est un exercice de style, mais on a bien le 29 novembre qui reste. C'est particulier, mais c'est pas honteux, moi je trouve quand même.
Non, mais c'est pas assez honteux, moi, c'est juste que je trouve ça invitable, quoi. C'est juste très chiant. Bah, ça n'a juste pas sa place dans un cinéma. Ça devait être dans un musée, que ça reste dans un musée. Tout à fait. Mais qu'est-ce que... alors on va rapidement juste pour vous dire que également cette semaine, donc pour les amateurs d'animation, il y a Mutafukaz, un film d'animation avec la voix d'Orelsan. Qui est assez une bonne surprise. C'est vraiment une rencontre entre l'univers Frenchy et finalement le manga, je trouve, et qui nous amène sur des terrains des fois intéressants. On pense même des fois par moments, je trouve, au passage manga qu'il y avait dans Kill Bill de Tarantino, et c'est assez surprenant, et d'avoir choisi Orelsan pour doubler le personnage principal est aussi très intéressant parce qu'il lui apporte son flegmatisme et le caractère, et je trouve que ça passe. Ça, moi j'avoue que je suis pas très très client de ce genre d'idée. Enfin, pour moi le métier de doubleur c'est un vrai métier qui est fait par des professionnels. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre de la star partout pour attirer les gens. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes dont c'est le vrai job, qui le font très très bien. Et je trouve que c'est un peu là, t'as un personnage qui a pas de bouche, donc si le doublage est raté, c'est pas grave, puisque c'est une voix rigolote, quoi. Oui, mais bon. Ça colle plutôt bien avec la psychologie du personnage, Orelsan, vraiment. D'accord, bah écoute, voilà. Allez voir Mutafukaz sous les conseils de Cédric. Hubert Reeves, La Terre vue du cœur, également cette semaine, un documentaire où des scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur la biodiversité qui est menacée. Voilà, si vous aimez les documentaires nature, les documentaires écologistes, c'est un film intéressant à voir. Et alors également, je voulais, avant de terminer cette émission, évoquer un film qui ressort, qui est un film de 1960, qui est un chef-d'œuvre réalisé en 1960 par Michael Powell. C'était Le Voyeur avec Carlisle Bone. Alors pour le grand public, c'est l'empereur dans Sissi. Pour les cinéphiles, c'est Le Voyeur. C'est vrai. Avec également Moira Shearer, la célèbre danseuse qu'on avait vue dans Les Chaussons Rouges. Est-ce que tu as le nom du chef opérateur qui est d'un des plus grands génies? Parce qu'en fait, par plaisir, on va se regarder, la bande-annonce du film. Ça en dit assez long, je pense. Et voilà, on en dit quelques mots juste après. Sergeant, I've been on the force 30-odd years, and I've never seen such fear on anyone's face as on this girl's. What was it she saw? Mark, are you crazy? Yes. You think they'll notice? It's that chap from upstairs. Did you read about that girl that was murdered last night? Same thing nearly happened to me. Oh, when? Last night. How long is it since you've gone out without that? Without what? That camera. You belong there. I feel as if I know him. Now, darling. He's here. Voilà, Le Voyeur, donc chef-d'œuvre absolu de Michael Powell qui ressort en version restaurée. Moi, je vous pousse absolument à aller découvrir ce film. Oui. Je citais tout à l'heure le jeu des couleurs dans le film Le Poirier Sauvage. Dans celui-là, c'était déjà le cas, un travail sur les couleurs, l'omniprésence de ce rouge qui est la couleur du vice, quoi. Donc c'est un excellent travail. C'est un excellent travail. Il y a un acteur qui est absolument dingue en sens du montage et de la mise en scène qui est vertigineux. Enfin voilà, c'est un immense film. Si vous avez jamais vu Le Voyeur, foncez le voir en version restaurée au cinéma. Si vous l'avez déjà vu, foncez le voir juste pour le plaisir de le revoir sur un grand écran. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que post-Cannes avec la fatigue, etc. et tout, c'était pas évident. C'était un plaisir de vous avoir en tout cas. Bah écoute, c'était un plaisir de revenir te voir. Bah oui, merci beaucoup. Et puis bon, on se retrouve très certainement bientôt pour un nouveau numéro de Cinéwatch où on dira à quel point Capharnaüm est un film absolument magnifique. Le premier qui parle, je le tape.
Mais qu'on peut y se penser d'aller C'est voir. ça, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi Cinéwatch. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine cinéma. À la semaine prochaine.